Bonjour et bienvenue dans le débat du 12-15. Se loger au Gabon fait partie des préoccupations urgentes des citoyens. La vie chère qui sévit dans le pays se traduit par des coûts exorbitants des terrains, des loyers, qu'il s'agisse des loyers chez les particuliers ou même des logements construits par l'État, asphyxiant un peu plus chaque jour les Gabonais. Vie chère, coût élevé des logements, c'est le thème du débat du 12-15 et pour en parler, nous recevons Monsieur Louis-Paul Modost, il est économiste. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. À ses côtés, Monsieur Philippe Eteno, il est citoyen résident à la cité Les Bougainvilliers. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Abourneur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Alors, pour planter le décor, quel constat peut-on faire aujourd'hui? Est-ce facile d'acquérir un logement à Libreville? Comment faire surtout pour pouvoir se loger aujourd'hui au Gabon? Monsieur. Bon, acquérir un logement aujourd'hui à Libreville semble une chose assez complexe pour plusieurs raisons et plusieurs facteurs. Lorsqu'on parle de location, c'est vraiment difficile d'avoir accès à un logement moyen pour les Gabonais économiquement faibles ou les Gabonais moyens. Pour se loger, par exemple, à Libreville, qui est une zone urbaine, avoir un logement décent, il faut avoir minimum un budget de 150 000 ou au-dessus de 150 000 pour être logé décemment. Quand on sait que le revenu minimum mensuel est fixé à 150 000 francs, donc c'est difficile pour les Gabonais moyens qui sont représentés en partie d'avoir un logement décent. Cela peut également s'expliquer par le marché, la loi de l'offre et de la demande. On a un déficit de logement à hauteur de 250 000 unités au Gabon, c'est-à-dire une offre inférieure à une demande qui ne cesse de croître et compte tenu de la réalité du pouvoir d'achat de certains Gabonais. Donc voici un peu le constat. La réalité du pouvoir d'achat, finalement, est-ce que ce sont les loyers qui sont trop élevés ou bien les salaires qui sont trop faibles? Bon, on va dire que les loyers sont trop élevés en fonction du revenu des Gabonais moyens. Pour être logé décemment au Gabon, avoir une résidence convenable, il faut débourser entre 250 et 300 000 par là en montant. Donc, c'est pas souvent chose facile pour les Gabonais qui ont des revenus qui varient entre 150, 200 et 300. Quand on sait que le loyer ne doit pas excéder les 50% du revenu d'un citoyen. Justement, vous l'avez dit, il y a également le marché qui est là, le marché qui semble libre. Les propriétaires de logements, pour des raisons ou pour d'autres, fixent eux-mêmes les prix et ces prix sont parfois élevés, alimentant de plus en plus la spéculation. Oui, effectivement. Malheureusement, nous constatons que les propriétaires immobiliers fixent les prix à leur convenance. Une chose qui n'est pas du tout en phase avec la loi. La loi sur le régime locatif à usage d'habitation au Gabon est fixée par la loi 1588. Et sur cette loi, il y a un seuil à respecter en ce qui concerne la location de logement au Gabon. Mais malheureusement, il n'y a pas un suivi ou il n'y a pas une régulation au niveau de ces prix, ce qui pousse certains promoteurs ou certains propriétaires véreux à fixer les prix à leur convenance. Justement, Monsieur Philippe Eteno, vous êtes actuellement occupant d'un logement construit par l'État, en l'occurrence les Bougainvilliers, pour ne pas les citer. Est-ce aujourd'hui facile d'avoir accès à un logement construit par des entreprises publiques aujourd'hui? Alors, la difficulté qu'il y a, simplement pour compléter ce qu'a dit mon collègue invité, déjà, il faut savoir que la loi 1588 indique qu'on ne doit pas dépasser un seuil de 1% de la valeur mobilière concernant la location. Maintenant, le seuil de 1% concernant la valeur mobilière, ça représente quoi? On prend un exemple, si votre bien immobilier vaut 40 millions, vous ne pouvez pas dépasser les 400 000 pour mettre le bien en location. Il s'avère que beaucoup de biens ne dépassent pas, la valeur mobilière est largement en dessous ou en deçà du montant que vous avez proposé à votre locataire. En clair, si vous avez souvent les gens qui mettent des loyers à 350 000 ou 400 000, la valeur mobilière du bien est parfois de 20 à 30 millions. Donc, on est largement au-dessus. Justement, il n'y a personne pour vérifier tout cela. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, il a la recherche d'un loyer, il a la recherche d'un logement, il arrive devant un propriétaire. Est-ce qu'il a le temps de vérifier cette valeur mobilière pour essayer de négocier le prix? Pour la simple bonne raison que ce sont des contrats intuitifs personnels entre deux personnes. Donc, généralement, les
les administrations ou autres n'entrent pas dans ce genre de type de contrat. Maintenant, c'est aussi aux locataires de pouvoir être un peu plus regardants et demander éventuellement l'application de cette loi. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Cette loi existe, mais elle n'est pas appliquée. La DGCC aussi devrait pouvoir le faire. Tout à l'heure, Monsieur Louis-Paul Modos, il y a également ce déficit criard en matière de logement qui fait que finalement la demande est tellement forte que le Gabonais qui arrive à avoir un logement, c'est déjà très difficile dans Libreville. Dès qu'il est face à un logement, pensez-vous qu'il aura encore le temps finalement de vérifier si effectivement le prix qui a été posé correspond au 1% de la valeur mobilière qui a été Non, je ne pense pas, parce que justement, lui, il va chercher à pouvoir se loger et pouvoir se mettre à l'aise, lui et sa famille. Il faut comprendre aussi que les difficultés qui amènent à avoir ce déficit criard au niveau du logement, ça vient aussi non seulement de la volonté des pouvoirs publics, mais aussi de tout ce qui peut accompagner ce microcosme, à savoir notamment les banques, d'accord, qui permettent aujourd'hui à l'étranger très facilement de pouvoir acquérir un bien et de pouvoir, entre parenthèses, s'endetter sur 10, 15, 20, 25 ans, mais au moins avoir ce bien-là. Justement, quand l'État intervient pour essayer de résoudre cette problématique de déficit en matière de logement, il va construire certains logements. On pense au Bougainvilliers où vous êtes résident, on pense à l'Alhambra au niveau d'Akanda, on pense au logement de Bikele. En réalité, ce sont des logements qui sont censés être dits des logements sociaux. Mais est-ce que ces logements sont accessibles, par exemple, pour des Gabonais qui ont des revenus de 150 000 francs? Alors, concernant le coût d'acquisition par exemple pour nous, les Bougainvilliers, il faut savoir que le bien immobilier est vendu entre 65 millions et 125 millions, entre de 2 chambres à 3 chambres, selon la superficie. Donc, vous comprenez bien que ce n'est accessible pour très peu de personnes. Et de plus, ce qu'il en est, c'est que la construction de ces bâtiments-là, entre parenthèses, décèle au bout de certains temps, notamment nous, ça fait 5 ans que nous y sommes, à déceler beaucoup de malfaçons, beaucoup d'irrégularités, beaucoup de choses qui sont difficiles. On y reviendra sur effectivement la qualité des logements qui sont proposés. Mais M. Modos, je voudrais savoir, est-ce que finalement, quand on est censé construire des logements et que les logements qui sont construits sont des logements qui ne sont pas finalement accessibles aux bourses les plus faibles, comment arriver finalement à permettre aux Gabonais de se loger? Moi, je pense qu'on doit remonter à la source. Selon les analyses que j'ai faites, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les coûts élevés de logement. D'abord, on a les matériaux de construction au Gabon qui ne sont pas, comment dire, exonérés et qui ne jouissent pas d'un régime privilégié, comme c'est le cas avec les denrées alimentaires. Par exemple, l'État subventionne les denrées alimentaires à autour de 340 milliards pour permettre aux populations d'avoir accès à des coûts réduits, chose qui n'est pas le cas avec les matériaux de construction. Par exemple, pour parler du ciment, le sac du ciment était à 4 000 francs, mais il a connu une augmentation de 4 500. Il y a 2 facteurs qui expliquent cette situation. Un, l'augmentation des coûts des intrants au niveau international et l'augmentation sur la TVA au niveau local. Donc je pense que voici l'un des facteurs qui explique l'augmentation des matériaux de construction. Et ensuite, lorsqu'un propriétaire immobilier ou l'État qui fait recours à des opérateurs immobiliers privés décide de construire des maisons, il y a un rapport de retour sur investissement qu'il veut mettre. Mais lorsqu'on parle d'État, on ne veut pas parler de retour sur investissement parce que quand on parle de logements sociaux, c'est un logement qui doit être accessible à toutes les couches. Malheureusement, au Gabon, ce n'est pas le cas. Je prends un exemple, par exemple, le projet accéléré d'accès à la propriété de Bikele-Zong. Donc, les prix du mètre carré se sont fixés entre 10 000 et 15 000, et pour un coût d'acquisition qui varie entre 35 et 44 millions, si je ne me trompe pas. Lorsque vous voyez ces coûts, vous voyez que c'est difficile d'accès à un Gabonais économiquement faible, ou un Gabonais moyen d'avoir accès à ce type de propriété. Donc, je pense qu'on doit remonter à différents niveaux. La chaîne d'approvisionnement, le rapport entre fournisseurs des matériaux, et le rapport entre propriétaires immobiliers. Et l'État doit venir en tant qu'arbitre, soit subventionner, soit réduire la TVA sur certains produits qui permettent de réaliser ces logements-là. Si on vous suit bien, M. Modos, donc il s'agit là finalement d'un problème du modèle économique appliqué dans notre pays. Parce qu'on le constate, il s'agit quand même d'un modèle plus ou moins libre. On est là dans une économie assez libre où on laisse le marché s'autoréguler. Et selon vos analyses, vous pensez qu'il faudrait que l'État s'implique de plus en plus pour pouvoir agir également sur le prix des coûts des matériaux?
Effectivement, il faudrait que l'État puisse agir de plus en plus. Je prends un exemple. En 2018, la Direction générale de la concurrence et de la consommation a mené une campagne de sensibilisation afin d'attirer l'attention des promoteurs immobiliers, notamment des propriétaires, sur le respect de la loi 1588 en ce qui concerne le seuil à ne pas franchir pour le prix du loyer au Gabon. Mais malheureusement, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas des mesures, il n'y a pas des sanctions qui sont prises en compte de ces personnes qui continuent d'effectuer les prix du loyer à leur convenance. Là, c'est d'une part pour le privé. D'autre part, en ce qui concerne l'État, j'ai cru comprendre dans mes analyses que la Société nationale immobilière, qui est l'organe accrédité en ce qui concerne l'immobilier au Gabon, depuis des années, fait face à une incapacité financière pour produire des logements sociaux à coût réduit. C'est-à-dire, à l'époque, la SNI bénéficiait d'un fonds qu'on appelait le Fonds national de l'habitat. Donc, ce fonds ne permet plus à la SNI de réaliser un nombre de logements accessibles à tous et l'État n'accompagne plus considérablement la SNI sur le plan financier. Moi, je pense que l'État devrait renforcer les mécanismes, les rapports, accroître le budget alloué à la SNI. La SNI a du mal à avoir accès à des fonds, mais selon nos informations, ce fonds, il existe bel et bien. D'ailleurs, nous avons reçu ici sur ce plateau le directeur général de la SNI qui disait encore que l'État accompagne suffisamment les promoteurs immobiliers, mais qu'ils ont du mal à accompagner les acquéreurs de logements. Parce que il prenait l'exemple, par exemple, du cas de la SNI. Dans le modèle qui avait été mis en place avec l'ASNI, l'État avait accompagné via justement un fonds le promoteur immobilier et puis par derrière, l'acquéreur, quand il venait pour justement acquérir ce logement, il avait la possibilité de solliciter les banques pour pouvoir acquérir également le logement à coût réduit. Est-ce que c'est pas finalement ce modèle-là qui pose problème aujourd'hui? Bon, moi je dirais que c'est ce modèle qui cause problème. Vous avez parlé du Fonds national de l'habitat qui est toujours d'actualité, mais selon les investigations qu'on a menées et selon les dires du directeur général de la SNI, ce Fonds national de l'habitat n'existe plus et il ne bénéficie plus de ce fonds et c'est l'une des causes du déficit en matière de production de logements à coût réduit. Moi, je pense qu'on devrait réhabiliter ce modèle économique pour alléger les coûts en ce qui concerne l'acquisition des biens immobiliers en termes de location. Alors, on passe de ce modèle, on va à un autre avec aujourd'hui la Caisse de dépôt et de consignation, qui est la maison mère d'une autre entreprise publique, Avorbam Investissement, c'est bien cela, qui est donc le promoteur immobilier de la cité Les Bougainvilliers. Et là-bas, il se pose donc un autre problème, parce que les logements ont été construits, les coûts ont été proposés donc aux futurs acquéreurs qui ont accepté de souscrire à ces coûts-là et une fois entrés dans les logements, ils s'aperçoivent qu'il y a des malfaçons, il y a des fissures dans les bâtiments, il y a de la moisissure qui sort et finalement, vous, résidents, vous montez au créneau pour dénoncer donc un certain nombre de malfaçons. De quoi s'agit-il concrètement, en dehors des fissures et autres? Alors concrètement, si on revient un peu sur l'historique des Bougainvilliers, les Bougainvilliers, c'est la cité qui a été construite, entre parenthèses, entre un partenariat avec l'État et des entreprises marocaines. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la cité marocaine. Des personnes le reconnaîtront beaucoup plus sous ce nom-là. Les Bougainvilliers ont été construits, ça a été terminé, je pense, la construction en 2015 et l'inauguration officielle a été faite en 2016. Mais nous sommes rentrés, nous les premiers acquéreurs, nous sommes rentrés en 2018. Donc vous comprenez bien que pendant quasiment 3 ans, il n'y avait personne dans ces bâtiments-là. Donc on ne pouvait pas déjà savoir ce qu'il en était au niveau des malfaçons ou autres. Après, je pense que dans tout bâtiment, il y a ce qu'on appelle le bâtiment doit vivre. Et le fait que nous soyons à l'intérieur permet de pouvoir justement constater certaines choses. Un bâtiment où il n'y a personne ne pourrait jamais constater qu'il y a tel ou tel problème ou autre malfaçon. Ce que nous reprochons à notre bailleur, entre parenthèses, notre propriétaire, c'est le fait qu'il y a un manque, une absence de communication. D'accord ? Nous sommes des locataires avec, entre parenthèses, option d'achat ou de location-vente. Donc en clair, à terme, nous deviendrons propriétaires. Mais dans tous les cas, nous sommes entre parenthèses, géré par une administration publique. Du fait que ce soit une administration publique, nous sommes les usagers. Et il faut comprendre dans ce pays qu'il est difficile de comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les usagers qui se mettent au service de l'administration publique. C'est l'inverse. L'administration publique se met au service de l'usager. Nous, ce que nous demandons par rapport à notre cri d'alerte, c'est simplement de revenir à la table des négociations, de pouvoir s'asseoir, de discuter et de trouver des solutions. Vous nous disiez tout à l'heure que, écoutez, une fois que vous vous êtes rendu compte que donc il y a certains problèmes à l'intérieur de ces bâtiments, vous estimez qu'il serait bon
de pouvoir revoir les coûts à la baisse. Quels sont les coûts aujourd'hui de ces logements? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les coûts varient entre 65 millions et 120 millions au bout de 15 ans, parce que c'est un contrat sur 15 ans. Et mensuellement, combien vous Mensuellement, c'est entre 350 000 et 450 000 ou 600 000 selon les différents types d'appartements, les charges comprises. Et c'est justement là aussi il y a un problème au niveau des charges. Nous ne savons pas comment les charges sont réparties. Il aurait été important aussi que nous puissions avoir un rapport annuel pour nous dire voici comment ont été réparties les charges et autres. Aujourd'hui, il se pose le problème au niveau de la CDC avec nous, le collectif, ce que nous représentons les différents habitants, c'est qu'il y a eu cette coupure de communication qui fait qu'aujourd'hui, chacun campe dans son camp. Nous ne voulons plus ça. Nous souhaitons réellement nous asseoir à une table de discussion pour pouvoir justement gérer les différents problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la CDC, notamment Avorban Investissement, met en avant le fait qu'ils ont des impayés, des arrêts. Justement, ils dénoncent le fait que nombre d'entre vous ne s'acquittent pas de leur loyer. J'ai du mal à comprendre qu'une société force publique puisse avoir aujourd'hui 2 milliards d'arriérés, d'accord, de loyers. J'ai du mal à comprendre qu'ils n'ont pas pu, entre parenthèses, remettre la main sur cet argent-là ou pouvoir faire, comme nous, certains l'ont fait, s'asseoir et mettre en place des moratoires. Alors, Monsieur Modos, vous qui êtes analyste, économiste, comment le percevez-vous? C'est-à-dire que l'État construit des logements. Au départ, ils sont censés être des logements sociaux, mais bon, on dit aux résidents qu'il s'agit de logements de haut standing, donc réservés quand même à une certaine catégorie de la population. Les résidents acceptent bien donc de rentrer dans ces logements et s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de limites en termes de malfaçons sur les bâtiments, etc., etc. Et aujourd'hui, la CDC met en avant justement le fait qu'ils n'arrivent pas à récupérer donc les loyers des populations. Est-ce que de votre point de vue, finalement, ça tient la route sans ressources? Eh bien, le promoteur ne peut pas également réhabiliter ou entretenir les bâtiments? Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que avant que ce projet soit mis en place, je pense qu'il y a un cahier de charges qui avait été fixé entre les acquéreurs et la CDC, je crois qu'il est l'organe accrédité pour gérer ce projet immobilier. Maintenant, mon collaborateur ici a fait comprendre qu'il y avait un déficit, si je ne me trompe pas, au niveau des ressources que devait percevoir la CDC, parce qu'il y avait un nombre de locataires qui n'arrivaient pas à payer convenablement le loyer. Je pense que ce que la CDC devrait faire, c'est déjà avoir une large communication et un arrangement entre les locataires et les résidents. Déjà communiquer et savoir ce qu'il en est, faire un état de lieu sur ceux qui ne payent pas. Et déjà, je crois qu'à leur niveau, ils savent qu'il ne s'agit pas de logements sociaux, quand j'écoute 300-400 000. Là, ici, on parle de logements au standing. Je pense qu'il faut faire un diagnostic, un état de lieu global et voir ce qu'il en est et voir pourquoi on se retrouve avec des déficits en matière de finances. Et est-ce que les gens qui ont été logés La question, elle est beaucoup plus large, finalement, d'où le thème de notre émission, la cherté de la vie. Parce que là, au Bougainvilliers, certains compatriotes se plaignent et trouvent qu'il faudrait peut-être revoir un tout petit peu à la baisse les coûts du loyer. Mais lorsqu'on regarde du côté de l'Alhambra, c'est également la même chose. Parce que là également, les populations estiment que les coûts qui ont été proposés sont trop élevés et qu'à un moment donné, quand ils font le rapport entre les loyers qu'ils doivent payer et la qualité de construction, la qualité des logements, ils pensent qu'il faudrait quand même qu'avec les promoteurs immobiliers, qu'ils se rassoient et revoient ces coûts-là à la baisse. Je voudrais faire quand même un parallèle également avec les locataires qui vont chez des propriétaires privés. On le constate, il y a ces phénomènes-là également de locataires qui ont du mal parfois à s'acquitter de leur loyer. Est-ce que de façon globale, ce n'est pas simplement les coûts qui sont beaucoup trop élevés? À la base, il y a les coûts qui sont là. Maintenant, après, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un contrat intuitif personnel. Vous acceptez ou n'acceptez pas. Vous avez accepté, nous avons accepté, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que dans la vie de tout un chacun, aussi bien la vie d'un bâtiment que la vie d'une personne, il y a des évolutions. Partant de ce principe-là, s'il y a des évolutions, on doit s'asseoir à un moment donné pour revenir sur éventuellement le prix et le coût d'acquisition. C'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons et ce que on nous a vendu, il y a une très grande différence. Ce que nous comprenons pas aussi, nous, aujourd'hui, le collectif, c'est que, en principe, de ce que je connais,
il y a un engagement décennal dans le bâtiment, qui fait que lorsque vous construisez quelque chose, vous pouvez revenir, le promoteur peut se retourner vers son fournisseur jusqu'à 10 ans. Nous sommes rentrés en 2018. Le bâtiment, on va dire qu'ils ont été terminés en 2015 ou 2016. Donc ça veut dire que c'est jusqu'à 2025-2026. Donc ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des impayés ou autres. Maintenant, concernant la volonté du collectif, c'est de pouvoir justement s'asseoir et dire que nous sommes peut-être plus proches que vous des différents voisins et autres, et on pourrait essayer de comprendre pourquoi il y en a qui ne payent pas. Il y en a beaucoup qui ne payent pas pour plusieurs raisons. Lorsque vous avez un appartement qui aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas les fosses septiques qui ont été faites correctement. Toutes les remontées de ce qu'il y a en dessous, pour pas dire des choses très nauséabondes, ressortent et vous détruisent tout. On a pu le constater, on a vu également d'ailleurs qu'il y a certains logements qui se trouvent au rez-de-chaussée qui ont dû être abandonnés par certains propriétaires à cause de ces eaux qui remontaient à la surface. Et c'est dans tous les bâtiments au rez-de-chaussée où il y a ce problème-là. Dans les deuxième et troisième étages, le problème d'infiltration d'eau. On espère que la CDC, qu'on vous invitera donc à vous asseoir autour de la table des négociations, rappelant que d'ailleurs ils ont été invités à prendre part à ce débat pour apporter également leur part de vérité, et ils ont souhaité s'exprimer un peu plus tard. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour prendre part à ce débat de 12-15. Je rappelle que nous discutions donc de la vie chère, du coût élevé des logements, et nous recevons monsieur Paul-Louis Modos, qui est économiste, et à ses côtés, monsieur Philippe Eteno, qui est résident de la cité Les Bougainvilliers. Merci de nous avoir regardés, chers téléspectateurs, et à très vite pour un nouveau numéro du débat du 12-15 sur Gabon 24.